Nous voici en Saône-et-Loire, plus précisément dans le village d'Alluze, au cœur duquel se trouve le hameau d'Aubigny. Hameau typiquement bourguignon, avec ses pierres blanches, ses toits à forte pente et ses vignes à perte de vue. Ici, qui dit vigne dit également vin et tout ce qui tourne autour de la culture viticole. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas la raison principale de notre présence ici. Nous venons voir la réhabilitation et la renaissance d'un domaine à l'arrêt. Au cœur de ce domaine, une vaste grange bourguignonne, avec ses épais murs de pierre et son imposante toiture, est devenue une halle alimentaire. Nous y sommes, les halles du château d'Aubigny, un lieu de rencontre et de mixité sociale où promeneurs, acheteurs et producteurs locaux se rencontrent au milieu des produits du terroir, véritable vitrine pour le domaine caché derrière les arbres. Il faut savoir que le bâtiment a un lien très important avec la terre. La terre battue, qui fait office de revêtement de sol au R-1, a été conservée, tout comme une partie de celle au rez-de-chaussée qui a été mise en valeur, et à l'étage, on surplombe et on admire cette terre nourricière qui permet de cultiver tous les produits alimentaires que vend le domaine. En parlant de terre et d'extérieur, un nouveau chemin a été tracé autour du bâtiment. On peut dorénavant faire le tour du bâtiment avec une voiture ou un camion de livraison. Oui, et ça permet aussi aux pompiers d'avoir accès à l'ensemble du bâtiment en cas de problème. Et si nous allions voir la cave? Cette grande porte vitrée où se reflète le paysage m'attire. Je me demande ce qu'il y a derrière. Cette partie est consacrée à la vente des produits alimentaires provenant exclusivement du domaine derrière les halles. On y trouve fruits et légumes, mais aussi miel, viande et fromage. 6 comptoirs de vente se font face, 4 pour les fruits et légumes et 2 pour les viandes, fromages et produits frais. On entre dans une belle cave voûtée. Des spots mettent en valeur les soupiraux et face à nous s'étend une passerelle entourée par la terre battue sur laquelle reposent des comptoirs de vente. La terre battue et les soupiraux sont les principaux vestiges de ce volume. Il y a presque 5 mètres entre la porte et la passerelle. Tout au long de cette distance, le visiteur est en contact avec la terre. Puis, il monte sur la passerelle pour acheter ses produits et rejoint la sortie en étant de nouveau en contact avec la terre battue. Mais pourquoi cette passerelle? Pourquoi ne pas simplement poser les comptoirs à même la terre? En plus de mettre en valeur la terre, elle dissocie la zone de circulation et la zone d'achat. Elle permet également de faire passer les réseaux sans qu'ils ne soient visibles. Tu vois les 3 comptoirs raccordés à l'eau et à l'électricité? Eh bien tout se passe sous nos pieds. Les réseaux d'alimentation et d'évacuation passent sous le plancher bois. Tous les stands sont conçus sur la même base, à savoir un plan de travail en bois, des caissons en MDF plaqué bois pour la partie haute et les présentoirs carrés. La partie basse est composée de panneaux en béton allégé qui cachent les pieds en bois ajustables. Seuls les 2 comptoirs avec des produits frais sont pourvus de tiroirs réfrigérés et isolés et de vitrines réfrigérées. Le plancher bois est posé sur pilotis, eux-mêmes ancrés dans des semelles béton, permettant ainsi d'éviter le retour d'humidité de la terre. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à trouver du béton dans cet endroit. Tu pensais que l'on trouverait que du bois? Oui, mais finalement, son aspect brut et rugueux rejoint celui de la pierre et de la terre. On comprend que la palette de matériaux du projet a été restreinte à 4 éléments: le bois, le béton, le verre et l'acier. Le béton est mis en place dans ce projet pour signaler les zones techniques et attirer l'œil vers les éléments forts de l'espace. Il sert aussi de lien entre l'intérieur et l'extérieur. En parlant d'éléments forts, quelle est cette imposante masse en béton que nous avons aperçue à l'extérieur? Allons le découvrir et profitons-en pour longer les soupiraux taillés dans la voûte. On peut se garer devant le bâtiment et un petit chemin nous mène devant 6 ouvertures taillées dans le béton. Quand on entre, on se retrouve face à un grand comptoir sur lequel sont posés sacs en carton et cagettes pleines de légumes prêtes à être emportés. Serait-ce un drive? Oui, tout à fait. Vous pouvez sélectionner sur le site du domaine un ou plusieurs paniers de produits et venir les chercher après votre journée de travail ou le dimanche matin juste avant d'aller faire un barbecue entre amis. Et que se passe-t-il derrière les murs de béton? Sur la droite, on retrouve une grande réserve servant à stocker les produits vendus dans la cave ou pour le drive. Et derrière le drive, il y a un atelier d'entretien, des sanitaires et une zone de stockage pour l'entretien du bâtiment. Et si on allait voir le rez-de-chaussée? Passons par le grand escalier qui longe la façade. Allez, je te suis. Passe devant. Mais il y a 2 garde-corps? Comme tu peux le voir, les tuyaux d'échafaudage sont des vestiges de l'ancien projet qui fut abandonné. Ils constituaient alors un garde-corps précaire pour les ouvriers. Afin de sécuriser l'accès aux halles, un garde-corps en verre a été ajouté devant les tuyaux, permettant ainsi de les conserver et de mettre la zone aux normes de sécurité. Il y a une vraie confrontation entre la rouille et le verre. Maintenant, entrons à l'intérieur. Cet espace est dédié aux producteurs locaux qui viennent de toute la région.
Ils peuvent louer un stand pour vendre leurs produits, se faire connaître et faire découvrir aux visiteurs des produits qu'ils ne connaissent pas. On y trouve légumes, fromages, miel, viande et même des produits non alimentaires comme des fleurs ou des produits d'hygiène faits avec des éléments naturels de la région. Face à ces stands se trouve cet espace surélevé, un espace lumineux où l'on peut s'asseoir et parler avec des amis ou manger ce que l'on vient d'acheter. On marche sur un plancher de verre rythmé par des poutres en métal. Ce plancher met en valeur la terre battue qui avant était présente sur l'ensemble du volume. Pour des raisons pratiques à l'usage, la terre battue n'a pas pu être entièrement conservée. Elle a donc été mise en valeur par ce plancher de verre créé sur mesure. Il se compose de plusieurs poutres en acier vissées dans la dalle et avec au milieu une poutre de soutien posée sur une semelle en béton. Ensuite, un cadre en acier est soudé aux poutres principales et intermédiaires. Enfin, 6 dalles de verre trifeuilletées de 25 mm d'épaisseur sont encastrées dans le cadre en acier. Et tous ces petits objets que l'on voit, ce sont des vestiges retrouvés lors du chantier ? Exactement. Lorsque les visiteurs mangent ou discutent ici, ils ont une vue sur tous les objets retrouvés lors des travaux ou dans tous les bâtiments autour des halles. On est comme face à une fouille archéologique au cœur des halles. Il y a des outils, des bijoux anciens, des jarres, des objets divers et même l'un des anciens épis de faîtage du toit tombés lors d'un orage. Les cubes de bois de différentes hauteurs sont creux. Ainsi, on peut les déplacer comme bon nous semble et s'asseoir entre amis ou s'accouder pour discuter. Et d'ici, on peut voir la cuisine où un cuisinier est présent 4 jours par semaine. Les visiteurs peuvent faire préparer directement les produits achetés et manger dans la zone repas ou chez eux le soir. On peut même commander des plats à emporter et venir les chercher en même temps que sa commande au drive. En marchant entre les stands, on remarque la vue traversante sur l'extérieur. Peu importe dans quel sens on circule, on est systématiquement en face de la végétation et des vignes. Avant, seule la façade sud était ouverte sur l'extérieur. Peu de lumière entrait dans le bâtiment. Maintenant, plusieurs ouvertures ont été ajoutées, on les distingue par leurs linteaux en IPN. Elles créent un cheminement grâce à la lumière et la perception de la végétation aux alentours. Les stands se ressemblent mais ne sont pas tous semblables. Certains ont une structure en métal et d'autres ont des éléments hauts avec des luminaires et sont incrustés dans les poteaux bois qui soutiennent les poutres. Chaque stand est un espace que les producteurs s'approprient et agencent avec leur propre présentoir en fonction de leurs besoins. Les stands avec les éléments hauts sont fixes tandis que ceux avec la structure en métal sont mobiles. La structure en métal est l'élément historique de base de tous les stands de marché modulaires. L'été, on peut démonter chaque partie du stand fixée entre elles par des goupilles et les déplacer à l'extérieur sur l'annexe en béton. Des cheminées d'ancrage ont été prévues dans le béton pour fixer les piliers. Une cloison amovible et un panneau de toiture sont ajoutés sur la structure métal pour protéger le kiosque et recueillir l'eau de pluie pour arroser les cultures du domaine. Et là, il y a encore du béton en hauteur. Qu'est-ce que c'est ? On dirait que ça repose sur les poteaux en bois et que c'est relié aux poutres de l'étage. Il y a un escalier derrière la cage d'ascenseur. Allons voir à l'étage. Lorsque l'on était dans la cave, je m'attendais à voir quelques bouteilles de vin en vente, mais elles sont ici. Cet étage est dédié aux vignes du domaine, à la vente de son vin et de celui des domaines alentours. On vient ici acheter du vin ou boire un verre entre amis via le bar qui propose l'ensemble des vins qui sont en vente. On peut également venir découvrir l'œnologie ou se perfectionner. Le domaine organise des séances d'œnologie en faisant venir des sommeliers de la région. Le béton que l'on voyait en hauteur, ce sont ces passerelles. Elles ont été créées entre les 2 étages afin de dissocier la zone de dégustation de la zone de vente et de passage. On s'assoit sur les poutres qui supportent la charpente et on déguste du vin en regardant le paysage. Il y a une vraie volonté de ne plus déguster du vin dans une cave fermée et fraîche comme à l'accoutumée, mais dans un espace ouvert face au paysage. Les fenêtres qui font 3,65 m de haut et 2 m de large sont entourées par un châssis en acier Corten taillé en biseau. Quand on arrive face à elles, on se sent happé vers l'extérieur. Pour comprendre l'importance de ces ouvertures et leur rapport en lumière, faisons une coupe longitudinale au milieu du bâtiment. Voici le rez-de-chaussée, la toiture, comme ça. À l'étage, on signifie l'emprise des passerelles. Au rez-de-chaussée, les grandes ouvertures viennent créer un cheminement grâce à la lumière et à la perception de la végétation. Celles de l'étage viennent recadrer le regard sur le domaine, sur la terre et sur la nature qui l'entoure. Chacune d'entre elles laisse entrer la lumière du soleil et faire le tour jusque de l'autre côté.
La qualité de la lumière est donc excellente le matin et ce jusqu'à la fin de la journée. Quand on est assis sur les poutres, on ressent que l'on est sur une pièce fondamentale dans la structure du bâtiment. Est-ce qu'elle supporte également le poids des passerelles? Non, justement. Et c'est là la plus grosse partie technique du projet. Quand on est au rez-de-chaussée, on croirait que la passerelle est maintenue aux poutres et qu'elle repose sur les poteaux bois. En réalité, derrière les plaques en béton, il y a toute une structure en métal qui la rend autoportante. Cette structure est composée de plusieurs éléments soudés entre eux, qui englobent les poteaux, mais ne les touchent pas. Ce squelette est soudé dans une platine ancrée dans le mur via un scellement chimique. Sous la dalle en béton sur laquelle on marche, il y a une isolation phonique pour que cela ne sonne pas creux lorsque l'on marche sur les passerelles. Il y a aussi une particularité pour la passerelle du milieu. À cause de l'échappée de tête, elle ne pouvait pas être ancrée dans le mur. Elle est donc soudée contre deux IPN qui descendent dans le béton du rez-de-chaussée. Ce sont les deux seuls éléments structurels visibles pour cette passerelle. Autre élément sur mesure présent ici, les présentoirs de vente. Ils permettent de présenter les différentes bouteilles vendues, d'entreposer les bouteilles et les portes en bois dissimulent le matériel nécessaire à l'œnologie. Quand on arrive de l'escalier principal, on voit les bouteilles et on comprend la fonction principale des présentoirs. Mais quand on arrive par l'escalier secondaire, on ne voit que leur revêtement en miroir au dos, on pense alors à un simple garde-corps et c'est là leur fonction secondaire. Pour les autres garde-corps, ils sont en verre afin de ne pas encombrer visuellement l'espace. Passons par l'escalier secondaire pour redescendre. Comme tu peux le voir, il tourne autour d'un bloc blanc. Ce bloc est présent dans les trois niveaux et à chaque niveau en ressort une grande gaine d'aération qui est visible à la cave, qui passe en partie dans les passerelles au rez-de-chaussée et qui est cachée dans la charpente ici. Dans ce bloc technique, on retrouve toute la machinerie qui compose le puits canadien. Il apporte l'air chaud ou de l'air frais dans le bâtiment en fonction des saisons. Il permet de réguler la température grâce à la terre sous le bâtiment et ce, été comme hiver. Voilà, nous avons fait le tour des halles du château d'Aubigny. Véritable lieu de rencontre entre producteurs et visiteurs, vitrine pour le domaine privé et un circuit court qui garantit aux acheteurs des produits du terroir de qualité. Grâce aux explications sur l'architecture, on se rend compte que ce n'est pas uniquement un marché couvert, mais une question de ressenti. Tout est dans l'atmosphère. C'est exactement ce qui a été cherché à atteindre dans ce projet. Il y a une volonté de conserver au maximum les vestiges architecturaux du bâtiment et le bâtiment lui-même. On n'isole pas, on marche sur la terre battue, le plancher du R+1 qui n'existe plus n'est pas remplacé et laisse un vide, créant ainsi des perspectives inédites sur la charpente. On conserve et on met en valeur, tout en permettant aux visiteurs et au personnel du bâtiment d'interagir en sécurité. Le principal, c'est l'atmosphère.